Bonjour à toutes et à tous, une nouvelle vidéo. Comme je l'ai dit dernièrement lors de ma précédente vidéo, je ne fais pas de commentaires d'actualité en général sur cette chaîne. Je publie parfois des vidéos, des conférences ou des recensions d'ouvrages. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas youtubeur, ce n'est pas mon activité principale. Mais vous êtes demandeur et si vous voulez que ça se poursuive, que je publie régulièrement des vidéos, soit de commentaires d'actualité quand il y a une actualité importante ou pour présenter un ouvrage, faites-le moi savoir, faites-le moi comprendre plutôt, en soutenant la chaîne. Vous allez trouver dans la description de cette vidéo un lien PayPal pour soutenir la chaîne. Et si il y a suffisamment de contributions, eh bien là, je dégagerai du temps, je m'organiserai pour faire des vidéos plus régulièrement, parce que faire une vidéo comme celle-ci, c'est plusieurs heures de travail, une matinée, voire des fois une journée pour préparer le script, relire certains documents, etc. Donc c'est du travail, ce n'est pas mon travail, vous êtes demandeur, mais euh, si vous voulez des publications régulières, eh bien il va falloir soutenir cette chaîne. J'en profite au passage pour rappeler l'apparition de notre livre commun avec Pierre-Antoine Plaquevent, Israël à la guerre mondiale des religions, préfacé par Édouard Husson aux éditions Culture et Racines, en collaboration avec Stratégica. Vous trouverez un lien pour commander l'ouvrage en description de la vidéo. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une actualité importante, c'est-à-dire les dernières déclarations de Donald Trump et aussi d'Elon Musk concernant le grand projet géopolitique de la future administration Trump. Hier, donc aujourd'hui, j'enregistre cette vidéo, nous sommes le 8 janvier 2025. Hier, le 7 janvier 2025, Donald Trump a tenu une conférence de presse à sa résidence, à Mar-a-Lago. Et durant cette conférence de presse, il a dressé les grandes lignes de sa future politique, notamment de sa politique extérieure. Et il a fait des déclarations. Alors, il avait fait quelques tweets dans ce sens, mais là, il a confirmé que c'était pas une blague, parce que ça avait l'air d'une blague. Il a confirmé que, voilà, pour plusieurs choses. Il a parlé de l'intégration du Canada aux États-Unis, c'est-à-dire une fusion entre les États-Unis et le Canada. Il avait tweeté, il avait fait un tweet qui avait surpris beaucoup de gens sur ce projet. Alors on pensait que c'était une plaisanterie, et il a confirmé durant cette conférence de presse que ce n'était pas une plaisanterie. Alors il a fait plusieurs déclarations. Durant cette conférence de presse, il a parlé du problème, du point de vue américain, du point de vue états-unien, du canal du Panama. Il a déclaré que Jimmy Carter avait commis une énorme erreur en offrant, en donnant quasiment le canal du Panama, et que aujourd'hui il y a des rénovations à faire sur ce canal, et que du point de vue de Trump, ce canal est utilisé par les Chinois et que c'est un problème pour lui, la présence chinoise, en tout cas le passage de navires chinois par ce canal. Alors il n'a pas dit qu'il voulait mettre la main sur ce canal, mais il a dit en gros au Panama que si il voulait faire des rénovations, eh bien il n'avait qu'à demander à la Chine, puisque la Chine utilise ce canal.
Donc il laisse quand même entendre que les États-Unis, son administration en tout cas, va régler ce problème du canal du Panama. Quel est le projet exactement? Je ne sais pas, nous le verrons, mais on a quand même l'impression que ça va dans le sens d'une prise de contrôle du canal du Panama par les États-Unis. Il a aussi annoncé qu'il rebaptiserait le golfe du Mexique le golfe de l'Amérique. Il a confirmé qu'il voulait fusionner les États-Unis et le Canada. On lui a posé une question, un journaliste lui a posé la question, est-ce qu'il était sérieux, est-ce qu'il voulait utiliser des moyens militaires ou économiques? Il a répondu qu'il utiliserait des moyens économiques, donc une pression économique sur le Canada pour que le Canada accepte cette fusion. Ça a l'air quand même sérieux, hein, cette histoire. Et il a annoncé qu'il voulait également annexer le Groenland. Le Groenland qui appartient au Danemark. Il a déclaré qu'il ne pense pas qu'il y a une preuve que le Groenland appartient au Danemark, que le Danemark devrait présenter une preuve et que de toute façon le Danemark devrait abandonner le Groenland aux États-Unis. Alors il dit pour des raisons sécuritaires, il dit il y a des navires chinois et des navires russes qui passent par là, que c'est intolérable du point de vue américain, mais évidemment ce n'est pas la raison principale. Il y a effectivement des ressources importantes au Groenland. Mais pour comprendre cela, en fait, il faut revenir plus loin dans l'histoire. C'est qui va me permettre de parler d'un ouvrage que j'ai publié en 2023, qui permet de comprendre la situation actuelle, ce qui se passe actuellement. C'est la guerre des États-Unis contre l'Europe et l'avenir de l'État, dans lequel, je vais vous expliquer là brièvement, dans lequel j'explique... je reviens sur l'histoire des États-Unis et sur l'évolution de la géopolitique américaine et les différentes conceptions selon les époques des dirigeants américains, des conceptions géopolitiques et de leur relation à l'Europe. Si on regarde la carte des différents des différentes zones géographiques évoquées par Donald Trump, c'est-à-dire le Canada, le golfe du Mexique, le Panama, avec le canal du Panama et le Groenland, vous voyez que ça correspond à ce que les Américains appelaient l'hémisphère occidental, ou notre hémisphère. Alors dans mon ouvrage, vous verrez que je rapporte des textes, notamment du président Thomas Jefferson, donc du 2 janvier 1812, où il parle de notre hémisphère, ce que les Américains vont appeler plus tard l'hémisphère occidental. Cet hémisphère, c'est la zone d'influence des États-Unis. Et cet hémisphère comprend l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et un certain méridien, le méridien de l'Atlantique, qui est une zone qui était considérée comme une zone de sécurité des Américains et une zone d'influence, c'est-à-dire une zone de paix, donc une zone où les Européens n'ont pas à mettre le pied ou à une zone d'influence sur laquelle ne doivent pas empiéter les Européens. C'est ce qui ressort de textes écrits que je rapporte notamment de George Washington à la fin du XVIIIe siècle, de Thomas Jefferson, puis avec le président James Monroe, le 2 décembre 1823, où il définit la doctrine connue sous le nom de doctrine Monroe, où il parle également lui aussi d'hémisphère. Donc le premier à avoir utilisé le terme d'hémisphère est Thomas Jefferson. Avant lui, George Washington ne parle pas d'hémisphère, il parle de
non-entanglement, non-enchevêtrement des affaires américaines et des affaires européennes. Et ce qui semble venir avec Donald Trump, c'est un certain retour à la doctrine Monroe, à la doctrine de Jefferson, de George Washington, c'est-à-dire d'établissement d'une zone d'influence et même d'une zone d'intégration, parce que là on ne parle pas simplement de zone d'influence, on parle d'intégration territoriale du Canada et du Groenland. Donc ce que veut faire Donald Trump, c'est en même temps qu'il règle le conflit, en tout cas c'est ce qu'il a dit, il a encore insisté là-dessus, hein, sur cette guerre en Ukraine contre la Russie qui n'aurait jamais dû commencer, etc. C'est un désengagement militaire de cette zone. Il va aussi certainement tenter, mais à mon avis ça va être très difficile, compte tenu de l'influence du lobby pro-israélien, de se désengager du Proche-Orient, ce qu'il avait déjà commencé à faire partiellement durant son premier mandat, et revenir non pas à une politique isolationniste, mais à une doctrine Monroe élargie. Alors, dans mon livre, hein, vous verrez que je rentre dans le détail, hein, de ce qu'est donc l'hémisphère occidental, son évolution, le passage de la doctrine Monroe à une doctrine Monroe messianique élargie à l'Europe. Et là, ça va être carrément officialisé à partir de la Seconde Guerre mondiale, où les dirigeants américains vont parler d'hémisphère occidental en intégrant l'Europe à cet hémisphère, c'est-à-dire comme l'expliquait Carl Schmitt à l'époque, un remplacement de l'Europe par les États-Unis en tant que pivot mondial, centre géopolitique et historique mondial. Là, ce que veut faire Donald Trump, c'est un projet qui est à cheval entre cette doctrine Monroe, mais aussi, comment dire, le basculement, en tout cas la volonté, à partir de la fin du 19e siècle, de fusionner les États-Unis et l'Angleterre. C'est là qu'on en vient à une déclaration récente d'Elon Musk, parce que, ne faut pas oublier que le Canada est lié à la couronne d'Angleterre. Elon Musk a déclaré que les États-Unis allaient sauver l'Angleterre de leur gouvernement tyrannique. Donc là, il y a clairement l'Angleterre, le Commonwealth britannique qui est visé. Dans le même temps, Donald Trump a souhaité une bonne année à l'Australie, clin d'œil en fait à l'Australie. Et en fait, ça renvoie à un projet qui avait été formulé par l'amiral Alfred Mahan, donc l'amiral américain Alfred Mahan, dans un texte qu'il a publié en 1894 et intitulé Possibilities of an Anglo-American Reunion, donc les possibilités d'une réunion anglo-américaine. Et ça correspond à l'époque où les États-Unis basculent de la doctrine Monroe, c'est-à-dire on ne se mêle pas des affaires européennes et on a une chasse gardée qui concerne l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, à un pan-interventionnisme mondial, donc le basculement vers un hégémonisme maritime sur le modèle britannique. Et donc à l'époque, Alfred Mahan avait proposé cela, donc la fusion des États-Unis et de l'Angleterre. À écouter Donald Trump et à lire Elon Musk, les différents tweets, on est passé de ce qui semblait être une blague à un véritable projet géopolitique qui s'enracine dans la tradition américaine. Et donc si on ne connaît pas cette histoire-là, qui remonte à George Washington, à Jefferson, à Monroe, à Alfred Mahan, à Theodore Roosevelt, puis à Woodrow Wilson, donc toute cette histoire-là que je retrace
dans cet ouvrage, on ne peut pas comprendre les déclarations de Donald Trump, ni la géopolitique de Donald Trump. Donc ça, c'est extrêmement important à saisir. Et dans cette vaste analyse géopolitique, je ne suis pas le seul à travailler. Il y a cet ouvrage de Pierre-Antoine Plaquevent, Société ouverte versus Eurasie, géopolitique du globalisme, qui complète bien celui-là. Nos deux livres sont parfaitement complémentaires parce qu'on traite d'aspects très différents. Lui se concentre sur la géopolitique du globalisme, en montrant que le globalisme sorosien n'est pas simplement un projet qui est hors sol, puisqu'il a besoin de puissance étatique pour s'accomplir. Et mon ouvrage, lui, traite plus précisément de la géopolitique américaine, de son évolution, de sa guerre contre l'Europe et de ses implications pour les Européens. Ce qui nous amène à l'autre volet de notre vidéo, et c'est lié, hein, c'est tout à fait lié, c'est à la crise gouvernementale occidentale, notamment européenne et plus largement occidentale. Dans cet ouvrage, donc encore une fois, la guerre des États-Unis contre l'Europe, paru en mai 2023, j'annonçais une défaite de l'Occident. Ce livre est paru avant le livre d'Emmanuel Todd, La défaite de l'Occident. J'annonçais une défaite de l'OTAN, des États-Unis en Ukraine, et j'annonçais que cette défaite militaire, qui a aussi des conséquences économiques graves, décrites dans cet ouvrage, aura pour conséquence la chute de plusieurs gouvernements européens, y compris français. Et qu'est-ce qu'on a eu en 2024 ? Pour ce qui concerne la France, on a eu 4 gouvernements différents dans la même année. On a commencé l'année avec une première ministre dont j'ai oublié le nom, enfin bref, Elisabeth Borne, Attal, puis un autre, Barnier, et là, Bayrou. En l'espace d'une année, je crois que c'est une première depuis la fondation de la Ve République, sauf erreur de ma part. Mais c'est tout à fait inédit. On a eu une succession de premiers ministres en Angleterre depuis le début de la guerre en Ukraine. Il y a eu Boris Johnson, Liz Truss, un ancien de Goldman Sachs qui est tombé, puis là un quatrième. On a en Allemagne des élections législatives, donc une déstabilisation du chancelier et de son gouvernement de coalition avec des législatives anticipées qui viennent. On a eu là récemment, il y a quelques jours, la démission de Trudeau. Et donc on a véritablement là le déroulement d'un scénario que j'avais décrit dans ce livre. C'est ce qui explique notamment les déclarations d'Elon Musk dans ce contexte. Alors, moi je suis très prudent concernant Donald Trump et Elon Musk, parce que quand on les écoute et qu'on les lit, on a l'impression que Trump et que Elon Musk notamment veulent établir une grande alliance des souverainistes conservateurs à l'échelle occidentale avec les Européens. Et Elon Musk a publiquement soutenu l'AfD en Allemagne, etc., etc. Et on a l'impression, il veut faire croire et d'autres, que ce sont ces déclarations qui déstabiliseraient les gouvernements en Allemagne, en Angleterre ou même au Canada, parce que la démission de Trudeau fait suite à la déclaration de Trump. Alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus profond que cela. Je ne vais pas te développer ici, c'est développé dans mon ouvrage, c'est beaucoup plus profond que cela. Ce sont des crises de régime
sur lesquels qui ont des fondements historiques, idéologiques et sociologiques très profonds, à quoi se surajoutent des crises économiques aggravées par le covidisme et la guerre en Ukraine, enfin les sanctions contre, dit-on, contre la Russie, mais surtout contre l'Europe, et une défaite militaire en Ukraine contre la Russie, qui accélère le mouvement de déstabilisation de ces États. Et Elon Musk et Trump, et là Elon Musk joue un peu le rôle de Bannon, comme l'expliquait récemment Edouard Husson, sauf qu'il a une puissance financière beaucoup plus importante, infiniment plus importante que Bannon. Elon Musk semble vouloir accompagner cette déstabilisation et anticiper sur le remplacement, le renouvellement des élites européennes, le remplacement de ces gouvernements par des forces politiques dites conservatrices ou indépendantes vis-à-vis des États-Unis ou souverainistes. Et ce que je pense, c'est que Elon Musk a une stratégie, Trump a une stratégie visant à ne pas perdre la main sur l'Europe. Je ne pense pas que Trump et son administration ont pour projet d'abandonner complètement l'Europe. Il s'agit quand même de maintenir l'Europe dans le grand espace américain, états-unien. Mais pour maintenir l'Europe, il ne faut pas s'y prendre, il ne faut pas maintenir cette stratégie de l'hégémon américain méprisant les peuples et les dirigeants européens. Il faut flatter les peuples qui en ont marre des dirigeants actuels et qui veulent mettre au pouvoir des forces politiques comme l'AfD, plus conservatrices, etc. Et ce que l'on voit aussi, c'est qu'il accompagne ce discours-là, Elon Musk, d'une dimension quand même néoconservatrice de choc des civilisations. C'est-à-dire qu'au lieu de cibler exclusivement la politique migratoire, on voit qu'il y a un basculement sur la question de l'islam. Et là encore, il y a un piège à éviter, c'est-à-dire que, comme à l'époque de Bannon, j'avais pointé cela du doigt, on choisit, en fait, les Américains donnent aux Européens le choix entre un globalisme sorosien LGBTiste et un souverainisme, mais à la sauce néoconservatrice et pro-israélienne, c'est-à-dire de guerre civile, de choc des civilisations, etc. Donc ça, on l'a expliqué encore et encore. Et c'est l'impression que donne Elon Musk. Donc, anticipation sur la chute de gouvernement européen, enfin, c'est même pas anticipation, c'est constatation de cette chute, hein, je veux dire, à ma connaissance, Elon Musk n'a pas annoncé plusieurs années à l'avance la chute des gouvernements européens. Ce qu'il fait, c'est qu'il accompagne le mouvement pour pas qu'arrivent au pouvoir des forces souverainistes qui, elles, sont hostiles aux États-Unis. C'est surtout ça la question. Parce que quand il flatte l'AfD ou certains, ou qu'il attaque des dirigeants européens, ce n'est pas pour les émanciper des États-Unis. Ou alors, ce serait pour proposer une formule alternative de domination américaine, mais une domination qui serait plus soft. Donc on va pas, je vais pas spéculer outre mesure sur ce sujet-là, mais il me semble quand même qu'il y a des opportunités qui vont s'offrir aux Européens dans cette bascule de la géopolitique américaine qui quand même veut se retirer, enfin, l'administration Trump veut se retirer. C'est ce qu'il annonce, hein. On verra, hein, parce qu'entre ce que dit Trump et ce qu'il fait, il y a toujours un décalage important. Et il ne faut pas oublier que même si une partie de l'État profond représenté par Elon Musk soutient Donald Trump, une autre partie de l'État profond ne va pas lâcher le morceau aussi facilement.
Il faut se souvenir que durant l'administration Trump, il y a eu plus de sanctions contre la Russie que durant la période Obama. Et que sous Trump, les États-Unis ont continué euh, à armer l'Ukraine pour préparer la guerre contre la Russie. Donc ça ne va pas être une mince affaire. Mais quoi qu'il en soit, il y a une opportunité une fenêtre d'opportunité qui va s'ouvrir dans cette période de comment dire de reconfiguration de la géopolitique américaine en raison des graves déficits, des gros déficits budgétaires, de la dette américaine, des problèmes d'infrastructure. Les Américains vont chercher, c'est ce que j'avais expliqué d'ailleurs dans mon livre, ils vont aller chercher des ressources ailleurs. Ils sont déjà venus en Europe pour chercher des ressources durant la guerre contre la Russie, où ils ont mis la main sur un certain nombre d'entreprises européennes, notamment allemandes, en délocalisant vers les États-Unis. Donc ils ont une politique extrêmement agressive. Et là, on voit en fait qu'avec Trump, avec cette annonce, cette volonté d'annexion du Groenland, il y a cette continuation dans la politique de prédation. Et dans ce contexte-là, il y a certainement une fenêtre d'opportunité qui va s'ouvrir parce que cette politique américaine menée depuis des décennies conduit à ce qu'on avait annoncé, des déstabilisations de gouvernement. Et d'ailleurs, j'en profite parce que durant la préparation de cette vidéo, je me suis souvenu d'un passage du livre d'Alain Soral paru en 2011, Comprendre l'Empire. Il est là, sous une nouvelle édition, voilà, chez Contre-Culture, un passage qui annonçait, en fait, pour les États-Unis notamment, une révolte des peuples. Je vous lis le passage, et ensuite, voilà. Ensuite, je commenterai. Donc, le petit chapitre s'appelle « Et si la révolte venait du peuple américain ?» Alors, donc 2011. Montée de la Chine, voire de l'Inde, quoi qu'il advienne de ce déplacement inéluctable de la puissance économique industrielle vers l'Eurasie, aucun coup ne serait plus fatal à l'Empire, il parle de l'Empire américain, hein, même au-delà, qu'une révolte, aucun coup ne serait plus fatal à l'Empire qu'une révolte venant des États-Unis même, soit du lieu de la domination mondiale depuis 1913 et la création de la réserve fédérale américaine. Une révolte possible et même probable du peuple américain venu des classes moyennes en voie de paupérisation extrême, guidée par une fraction des élites WASP, patriotes, contre cette oligarchie bancaire apatride en train d'achever de ruiner le pays tant sur le plan industriel que sur le plan de son rayonnement international. Des signes de révolte qui se multiplient en effet sur deux fronts. Le front économique, la classe entrepreneuriale enracinée d'essence anglo-saxonne et protestante historiquement incarnée par Henry Ford, tendant de plus en plus à se révolter contre les spéculateurs de Wall Street passés peu à peu du partenariat à la pure prédation. Le front de la politique étrangère, qui en est l'extension par la domination de cette oligarchie financière sur le Congrès, le soutien inconditionnel à l'État d'Israël s'avérant de plus en plus contraire aux intérêts américains, notamment sur la question iranienne, et soulevant les protestations grandissantes d'Américains de premier plan issus aussi bien du camp démocrate comme Jimmy Carter que du camp républicain comme Ron Paul. Un front du refus parfaitement exprimé, synthétisé par l'ouvrage « Le lobby pro-israélien, la politique étrangère américaine » des deux universitaires américains, Stephen Walt et John Mearsheimer. Une révolte anti-impériale américaine qui sonnerait la revanche de l'Amérique des pionniers contre les robbers barons de Wall Street, tout puissants depuis 1913, dans ce sourd combat mené depuis l'indépendance par les patriotes américains authentiques contre les oligarques apatrides issus de la City de Londres. Et en fait, avec l'élection de Donald Trump, on a eu la concrétisation dans les urnes, la première fois en 2016, la deuxième fois là en 2024, la concrétisation dans les urnes aux États-Unis de cette révolte
de l'Amérique contre cette élite apatride, globaliste, etc. Et en fait, ce qu'on a aux États-Unis aujourd'hui, c'est une forme de guerre civile froide, au sommet de l'establishment, entre des gens qui sont des productivistes, comme Elon Musk, comme Trump, qui sont liés à Elon Musk, à l'appareil militaro-industriel, à la NASA, Trump, la famille Trump au monde immobilier, mais donc à l'économie réelle. Donc des gens qui sont liés à l'économie réelle et qui s'opposent à ceux qui sont, en tout cas en partie, liés à l'économie fictive et qui détruisent à la fois les États-Unis et le grand espace états-unien, c'est-à-dire la zone de domination des États-Unis, à savoir notamment l'Europe. Donc cette guerre civile au sommet des États-Unis, c'est pas des gentils contre des méchants, mais il faut voir les choses froidement. Cette guerre civile au sommet de l'establishment aux États-Unis peut avoir des conséquences positives sur la zone européenne qui fait partie du grand espace américain, notamment avec ces déstabilisations actuelles et à venir. Parce que ces déstabilisations, ces chutes de gouvernement ne sont qu'une première phase, selon moi, de la déstabilisation européenne, de l'oligarchie européenne. Ce que l'on va avoir à l'avenir, c'est une crise de régime accentuée avec des déstabilisations même des régimes européens. C'est pour ça qu'on a des réactions de plus en plus violentes vers l'extérieur contre la Russie, ce soutien aveugle à l'État d'Israël génocidaire, la répression contre les Gilets jaunes, la répression contre ceux qui se manifestaient contre la réforme des retraites, et ainsi de suite. Et donc il faut être très attentif et avoir un regard réaliste sur ce qui se passe aux États-Unis dans la sphère occidentale et non pas simplement distribuer des bons et des mauvais points et attendre que ça se fasse et que les États-Unis fassent le nécessaire pour les Européens. Les États-Unis, que ce soit le camp Trump ou le camp démocrate, globaliste, ne vont rien faire pour aider les Européens. Il ne faut pas se leurrer. Ce qu'ils vont essayer d'établir, c'est une nouvelle stratégie pour ne pas perdre la main sur l'Europe. Et ce sera aux élites européennes de demain, d'élaborer une véritable vision stratégique pour se sortir de cette domination hégémonique états-unienne. Donc voilà, vous avez ces deux livres-là. Comprendre l'Empire et la guerre des États-Unis contre l'Europe, qui sont tout à fait complémentaires. Vous aurez en lien de la présente vidéo, donc vous aurez des liens pour les commander, et vous trouverez aussi en lien un PayPal, donc un lien PayPal dans la description pour soutenir la chaîne et pour me faire comprendre si vous avez apprécié ce commentaire d'actualité, cette analyse, et si vous en voulez plus régulièrement. Mais sinon, eh bien, tant pis. Je vous dis à bientôt. On va donner une conférence bientôt avec Pierre-Antoine Plaquevent à Belfort-Montbéliard. Allez sur le site d'Égalité et Réconciliation et vous aurez toutes les informations pour vous inscrire et vous rendre à la conférence si vous êtes intéressé. Voilà, j'en ai terminé. Donc, je rappelle aussi le livre de Pierre-Antoine Plaquevent, Société ouverte versus Eurasie, et notre livre commun, Israël et la guerre mondiale des religions, tout à fait lié au sujet que je viens d'évoquer. Et vous trouverez dans la description de la vidéo le lien pour le commander. Je vous dis merci et je vous dis à bientôt. Portez-vous bien et bonne année.